Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, ce dernier point de marché, mon dernier point de marché de la semaine. Nous sommes le vendredi 13 avril 2018. Excusez-moi pour ces 3 petites minutes de retard. Alors aujourd'hui, ce matin, nous avons plutôt de l'appétit peu au risque, comme on peut le voir, le VIX qui est en baisse pour sa deuxième séance consécutive, grâce en partie à la réduction des inquiétudes, tant sur le plan commercial entre les États-Unis et la Chine, mais également sur le plan militaire contre la Syrie. Donc on va voir ça plus en détail. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Phil, que je salue également, Raymond, Pascal, Franck, bonjour à tous. Et bien écoutez Franck, bien le bonjour à vous. Catherine, euro GBP à la baisse. Alors oui, euro GBP à la baisse, on a clairement une sous-performance de l'euro depuis, en fait dans le fond, depuis l'automne dernier. On le voit, l'euro GBP, on va le voir dans un petit instant, qui est dans un canal baissier. Alors, voilà, j'ai essayé de mettre des petites images pour rendre cette slide un petit peu plus jolie, un petit peu plus ergonomique. Donc briefing d'actualité. Du côté de l'Europe, on a eu les minutes de la réunion de la BCE du marche qui ont montré plutôt un ton prudent de la part des membres et qui ont averti pour l'une des premières fois des risques du taux de change sur l'inflation. Voilà, ils ont annoncé que ce taux de change n'était pas justifié uniquement par les bons fondamentaux de la zone euro, laissant sous-entendre qu'il y avait quand même une part de spéculation qui justifiait l'euro-dollar à 1,25 $ et qui a un impact bien évidemment négatif sur l'inflation. Juste petite parenthèse, je vais vous faire voir un graphique que j'ai réalisé, donc l'euro-dollar. Et regardez, donc là on est en mensuel, donc l'euro-dollar en bleu, l'IPC en rouge, et regardez cette corrélation. Alors bien évidemment, il n'y a pas que l'inflation qui vient justifier l'euro-dollar, mais vous voyez très bien que inflation en baisse, enfin l'euro-dollar pardon en hausse, inflation en baisse. Il y a une corrélation quasiment totalement négative, ce qui est, on peut pas douter du fait que le taux de change n'a pas d'impact sur l'inflation. En plus de cela, il faut prendre en considération que on a une hausse dans le même temps de 26%, d'accord, de 26% du pétrole. Donc malgré la hausse de 26% du pétrole, et vous savez que le pétrole a une part importante dans l'indice IPC, il a une pondération importante, ces cours de pétrole, eh bien malgré cette hausse de 26%, on a un IPC qui est passé de près de 2% début 2017 à 1,1 et la première prévision pour ce mois de mars, c'est 1,4. Mais vous voyez que ça reste quand même bien inférieur. On a clairement une tendance baissière sur l'inflation, une inflation qui a du mal à décoller malgré un cours de pétrole qui a bien progressé. Voilà, donc je reviens sur le briefing de l'actualité. Sinon, d'un point de vue macro, on a eu la production industrielle de la zone euro qui a surpris à la baisse, mais qui reste tout de même à des niveaux quand même assez élevés. Donc voilà, c'est quand même bon. Au niveau des marchés actions, on a l'Europe et Wall Street qui ont légèrement clôturé en hausse hier grâce, comme je vous l'ai dit, à l'amélioration des perspectives commerciales entre les États-Unis et la Chine et la réduction des craintes d'une action militaire américaine contre la Syrie, suite au tweet de Donald Trump indiquant qu'une éventuelle frappe de missiles sur la Syrie pourrait ne pas être imminente. On a également Trump, qui a tweeté qu'il rejoindra peut-être l'accord partenariat transpacifique si des meilleures conditions commerciales avec le Japon étaient adoptées. Toujours du côté des États-Unis, on a un rapport qui a été publié cette nuit qui indique que la Maison Blanche prévoit d'intensifier la pression commerciale sur la Chine. Donc c'est très récent, ça date de quelques heures, sur potentiellement 100 milliards de dollars de produits supplémentaires, donc la semaine prochaine. Et sinon, du côté Chine, on a Xi Jinping, donc président chinois, qui a assisté, qui a présidé la plus grande revue de la flotte navale depuis 1949, près de Taïwan. Donc, vous savez que Taïwan, la Chine ne reconnaît pas Taïwan comme un État indépendant, mais comme une province chinoise. Donc, il y a toujours
tensions entre les deux pays parce que Taïwan se proclame indépendant, un territoire indépendant, donc un pays, alors que la Chine estime que Taïwan fait partie de la province de la province chinoise. Voilà, concrètement la Chine qui essaye de faire pression sur le gouvernement depuis pas mal d'années pour récupérer Taïwan. Donc ces actions militaires, on va dire, ces provocations, ces menaces sont à surveiller de près, bien évidemment. Alors ça, nous l'avons vu hier. Concrètement, on a eu, vous voyez, à Wall Street, une séance haussière, un Dow Jones qui a surperformé, plus 1,21%, DXY qui est en hausse de 0,27%, le rendement du T-Note qui s'est détendu de 4 points, donc marché obligataire vendu, donc voilà, on avait de l'appétit pour le risque. Ce matin, c'est globalement pareil, alors j'ai oublié de mettre en vert le Nikkei et le Hang Seng, mais vous voyez qu'on a une hausse des marchés actions, et à l'inverse le yen, le gold qui recule. Donc on a clairement de l'appétit pour risque ce matin. Donc c'est sur les valeurs, c'est sur le risk on, je pense qu'il faut se focaliser aujourd'hui. Et du côté du calendrier économique, eh bien écoutez, c'est assez soft ce matin et aujourd'hui. On aura l'IPC allemand final pour le mois de mars, attendu à 1,5%, l'indice de confiance de Michigan, les prix de pétrole, et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Alors nous aurons quelques discours, 3 discours de différents membres de la Fed, mais qui ne sont pas des membres qui votent, qui votent au FOMC. Donc bon, c'est toujours intéressant de connaître leur opinion, mais c'est pas des personnes qui vont avoir un poids non plus très important sur le dollar. Voilà, du côté des tendances du FX, alors on va ouvrir notre nouveau site, donc voilà. Vous voyez qu'on a l'AUD, GBP, NZD en hausse. À l'inverse, le yen, le CHF en baisse. L'euro, dollar, inchangé. Donc voilà, AUD yen, GBP yen, NZD yen. Donc vous voyez que le yen, pour moi, on n'a pas le signal acheteur. Hein. C'est pour ça qu'il faut attendre vraiment un signal à l'achat. Le RSI qui passe sous 50, donc il est baissier ce RSI. Il est bearish, donc c'est pas encore le moment d'acheter le yen. C'est pas encore le moment. A priori, si on a une clôture sous ce niveau de support, ça donnera une perspective baissière sur le yen pour la semaine prochaine, tout simplement. Donc là, en intraday, c'est possible, ça me semble possible devant le yen, en tout cas, au vu de l'appétit pour le risque. Le NZD clôture sort de son range, donc achat NZD, voilà, ça, techniquement, ça se justifie. On a un RSI qui est bullish, parce qu'il est au-dessus de 50. La tendance est toujours haussière sur le RSI. Le prix qui converge avec le RSI, bon, voilà, je vois pas pourquoi on passerait vendeur sur le NZD. Donc NZD, signal acheteur ce matin. L'AUD pareil, regardez, une hausse, le RSI qui franchit 50, alors qui teste 50 plutôt, parce qu'on n'a pas eu la clôture. Donc pas de précipitation. Avec un momentum comme celui-là, je pense qu'on peut attendre que l'AUD se détende en intraday et même finalement attendre la clôture hebdomadaire, la clôture de ce soir, pour confirmer le signal du RSI. Parce que si le RSI clôture au-dessus de 50, ce sera un signal haussier et l'AUD sera également une devise à acheter. Voilà. L'euro, à l'inverse, vous voyez qu'il a du mal cet euro. Le RSI est bearish. RSI bearish, prix sous la moyenne mobile à 20 jours. Alors on n'a pas encore les sommets de plus en plus bas, donc c'est encore risqué, je pense, de vendre l'euro, mais en tout cas on a des signaux de faiblesse avec ce RSI, donc voilà, ça me semble possible qu'à terme l'euro retrace ces prochains mois. Le GBP donc progresse. Alors la hausse du GBP hier, il n'y a pas de raison, enfin il doit avoir une raison, mais en tout cas pas fondamentale. Et j'ai discuté avec beaucoup d'analystes au bureau et honnêtement la hausse, a priori, elle serait due. On a eu des mauvaises statistiques en Europe. Le FOMC n'a pas été, le rapport, les minutes de la Fed pardon n'ont pas été terribles. Du côté du yen, enfin on avait de l'appétit pour le risque, donc pas d'achat de yen, pas d'achat de francs suisses. Donc finalement, les flux
se sont redirigés vers le GBP et un petit peu sur le CAD, me semble-t-il. Vous voyez que le CAD n'a pas vraiment progressé, mais en tout cas le GBP l'a fait. Donc voilà, c'est la seule explication qu'on a trouvée, en tout cas hier. Il n'y avait aucune annonce fondamentale, aucun discours au moment de la hausse de la livre sterling. Donc c'était vraiment un petit peu une surprise. On était un petit peu impressionné de cette hausse du GBP, tout comme celle du Bitcoin. La hausse du Bitcoin hier, je ne sais pas si vous avez suivi, les crypto-monnaies ont pris 10%, et c'était en l'espace de quelques minutes. Si vous regardez déjà l'Ether, dès l'analyse technique lundi, on avait le signal d'achat en direction de 500 $. Ceux qui disent que l'analyse technique n'est pas respectée sur les crypto-monnaies, eh bien là on a un contre-exemple. Vous voyez la divergence, bon c'est parfait. Le RSI qui teste 50, le prix qui teste à un seuil, donc là on est sur un niveau de prix très intéressant. Mais donc, regardez le Bitcoin, c'est pareil, la divergence, RSI qui teste 50. Là vous voyez, donc si on se met en une heure, regardez, on a eu l'équivalent d'un NFP, ou d'une hausse des taux de la Fed qui était inattendue. Et si on se met en une minute, ouais c'est ici, c'était un... Enfin bref, le Bitcoin qui a pris 10% en une heure, je pense. Voyez, en une heure, il a pris 11%. Donc, il n'y a pas eu d'annonce. J'ai beau chercher tout l'après-midi hier, aucune annonce qui justifie cette hausse. J'ai regardé au niveau de la blockchain et des ordres. Il y a eu des ordres assez importants, des gros volumes. Donc maintenant, après, ça peut être un fonds qui est rentré dans le marché, ou voilà, il y a un tas d'explications possibles. Mais en tout cas, d'un point de vue fondamental, d'un point de vue des news, il n'y a aucune news qui vient justifier cette hausse du Bitcoin. Donc voilà. Merci autant pour le site Finviz, il est très visuel. Alors oui, Emma est très visuel. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur ce site. Alors je suis pas, je n'ai aucun lien d'affiliation avec ce site. Vraiment, je l'ai connu, j'ai découvert hier grâce à un collègue. Et voilà, je vous invite à regarder un petit peu, c'est assez sympa. Par exemple, regardez Map, vous allez dans Map, S&P, et là vous voyez par exemple year-to-date performance, donc la performance de chaque action du S&P depuis le début de l'année. Et là vous voyez d'un coup, donc les cases, la grandeur des cases dépend de la capitalisation boursière. Et là, vous voyez clairement les mastodontes qui surperforment, enfin qui progressent depuis le début de l'année, et ceux qui sous-performent. Comme Google qui perd 1,53% depuis le début de l'année, alors qu'Apple prend 2,90 et Amazon 23,86. Voilà, donc c'est assez sympa. On a également ratio PE par exemple. Vous voyez un ratio PE, donc voilà. Je vous invite à faire un petit tour, et voilà. Donc, on va reprendre la suite logique de ce webinaire. On va commencer par le DXY. On va même commencer par nos indices. Voilà, nos indices. Et donc, je le répète, AUD, GBP, NZD haussier ce matin, Yen, CHF baissier. D'accord. Donc Yen baissier, NZD signal haussier ce matin. AUD, on attend ce soir, mais concrètement on pourrait avoir un signal haussier dès lundi. L'euro, patience, même s'il y a des signes de faiblesse. Vous voyez, par exemple, d'un point de vue d'analyse technique, on trace un canal qui va chercher tous les plus bas. Vous voyez, ici, par exemple, on peut avoir des obliques. Donc ça va nous donner des objectifs, vous voyez, des niveaux de support. Donc là, vous voyez, déjà, on a le plus bas de juin 2017, janvier 2018, février 2018 et la cassure, le pullback. Donc voilà, on a pas mal de trendline, étant donné qu'on a une belle tendance haussière, c'est plutôt normal. Mais comment dire, vous voyez que plus cet index va dépasser des supports, et plus on aura des signaux baissiers. Pour qu'on ait réellement un signal baissier majeur, il faudrait, vous voyez, que ce creux soit dépassé. Le creux qui avait permis la hausse. Voilà, donc prudence, patience plutôt, excusez-moi, mais l'euro pourrait être une prochaine devise à shorter. Mais voilà, pour le moment, je pense pas le moment
de se positionner à la vente. Ça me semble un petit peu trop précoce. Voilà. Le yen reste quand même une devise assez intéressante à shorter, tout comme le dollar ou le franc suisse. Voilà, donc il y a des alternatives à l'euro qui sont, je pense, plus fiables. D'un point de vue du GBP, donc l'analyse technique du GBP Index le montre sous résistance, sous ses sommets. Encore une fois, la hausse d'hier n'a pas réellement de justification viable. Donc, voilà, cette hausse, personnellement, je n'y prête pas vraiment attention. Et vu que le GBP Index est sous résistance, ça me semble plutôt risqué de payer le pound. Donc, je préfère attendre un pullback, vous voyez, un pullback vers cette zone en bas du canal en fait, pour payer, parce que j'estimerais que s'il revient en bas du canal, on aura un prix intéressant, un prix et momentum, parce qu'on imagine que si le pound revient en bas de ce canal, on aura un récit assez bas. Regardez par exemple, donc on a cette trendline et donc on a ce support de momentum à peu près. Vous voyez qu'il est à 46,50. Donc là nous avons les points bas sur le RSI qui correspondent au point bas du prix. Alors, je cherche les flèches, pardon. Donc là, point bas. On a, vous voyez, un contact ici, un autre contact ici. Vous voyez finalement cette zone de support du RSI qu'on peut attendre si on veut se positionner sur du moyen long terme long sur le GBP. Parce que moi personnellement, mon avis sur le GBP, il est plutôt haussier. Je pense que la livre sterling va combler cette année toute la marge encore, toute la baisse qui a été provoquée par le Brexit. Donc on a déjà eu une hausse, vous voyez, de plus de... Alors, depuis les points bas d'octobre 2016, la livre sterling s'est appréciée de 13% face à un panier de devises majeur, mais il y a encore une marge de 6%. Et je pense que ces 6% peuvent être corrigés cette année. Donc voilà, il va falloir faire preuve de patience. Va falloir faire preuve de patience. Maintenant, si on estime que ce momentum, ce canal, il représente un momentum sain. Donc, en clair, si on estime que c'est en utilisant une régression linéaire, on peut plutôt estimer que la livre va corriger toute la baisse du Brexit, provoquée par la voie du Brexit, autour du début d'année 2019. Donc vous voyez, fin d'année, début d'année 2019, on pourrait être dans avoir corrigé toute cette baisse provoquée par la voie du Brexit, avec un momentum plutôt sain. On n'est pas dans un momentum en excès. Vous voyez qu'il y a des belles phases de respiration, donc ce n'est pas trop optimiste, je pense, de prévoir une hausse d'encore 6% sur la livre sterling pour cette année. Voilà, donc la livre, même si elle est haussière depuis hier, au vu de l'analyse technique, à court terme, moi mon biais il est plutôt neutre, étant donné qu'on est sous résistance. Et encore une fois, j'attends un retour en bas du canal pour payer la livre. Et pour moi, ça me semble un petit peu trop élevé à mon goût. Franc suisse, à l'image du yen, c'est un couteau qui tombe. Donc là, les supports arrivent. Vous voyez que là, on teste quand même des plus bas assez importants qui n'ont pas été dépassés depuis. Donc vous voyez, là, on est à un plus bas depuis le 27 juin 2016 quasiment. Et le franc suisse va potentiellement revenir à ses plus bas de mars 2015. D'accord. Donc là, après franc suisse, on peut encore garder un ton baissier, une opinion baissière, mais on a quand même des supports qui arrivent qui sont relativement proches. Donc prudence. Voilà, à surveiller de très près ce franc suisse. C'est encore possible de shorter, je pense, mais voilà, on est potentiellement en fin de tendance. Donc faut en être conscient. L'USD, donc, regardez, c'est une USD Index, donc on a eu le DXY qui a rebondi. Notre USD Index, on est toujours, vous voyez, c'est inchangé depuis maintenant 3 séances consécutives. Enfin, on est en train de faire la 3e séance consécutive. Moi, mon biais est toujours baissier, que ce soit le DXY ou
USD Index en raison des signaux baissiers qu'on a d'un point de vue d'analyse technique. Hein. RSI sous 50, cassure du biseau, prix sous moyenne mobile à 20 jours, DXY sous les 90, moyenne mobile à 20 et 50 jours, testé et dont le marché a échoué. Donc ordre vendeur, c'est possible de vendre le DXY, le DXY à ce niveau de prix. Le RSI a certes rebondi sur cette oblique, mais il se maintient sous 50. Donc momentum toujours bearish. Et là on voit que la contraction, pardon, la convergence entre cette oblique et le support à 50, enfin et la résistance à 50, pardon. Donc on va avoir le breakout soit des 50, soit de cette oblique. Donc d'ici, je pense, aujourd'hui ou début de semaine prochaine, on aura soit le signal baissier, parce qu'on aura le franchissement de cette oblique, ou soit un signal haussier, si le RSI franchit 50. Mais vous voyez que même quand il franchit 50, avec le momentum, il a du mal à vraiment être bullish. Hein. On a une résistance assez proche, ce qui concrétise par des prix qui n'évoluent pas vraiment, même après que le RSI dépasse 50. Donc voilà. Si par exemple, imaginons ce soir le RSI clôture au-dessus de 50, ce sera possible de payer DXY jusqu'à 90, mais pas plus haut. Voilà, ce sera pas un signal haussier pour du moyen terme, mais vraiment sur du très court terme. Et enfin le CAD. Le CAD, ensuite on passe au pair, hein, vraiment ce qui est tradable, parce que là c'est que des index, mais bon c'est important d'avoir une vision un petit peu du marché, vraiment comprendre. Et en plus quand vous comprenez ces indices, au lieu, vous savez qu'il y a 48 paires croisées, donc ça prendrait un petit peu de temps à analyser les 48. Là, simplement en analysant ces 8 index et en connaissant les extrêmes, eh bien vous avez les tendances majeures intraday. Et en analysant ces index, pardon, d'un point de vue journalier, vous avez une perspective sur les paires croisées qui vont être les plus intéressantes pour les prochaines séances, voire prochaines semaines. Ça vous évite de analyser 48 paires. D'ailleurs, je ne connais personne qui le fait, mais moi, je n'ai jamais regardé 48 paires d'affilée. Hein. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et à la fin, je pense que finalement, on ne comprendrait pas vraiment les mouvements. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant d'analyser ces index, parce qu'on voit tout de suite quelles paires, quelles devises sont baissières, et on comprend finalement pourquoi. Parce que là, vous voyez que pourquoi le CAD rebondit. Vous le savez, ceux qui, il y a beaucoup d'habitués dans ce webinaire, donc vous le savez, ce que je le répète souvent. Mais donc le rebond a été provoqué grâce à l'abandon d'une proposition de l'administration de Donald Trump dans le cadre des renégociations de l'ALENA, qui voulait que 50% de produits américains soient intégrés aux véhicules produits au Canada et au Mexique qui sont importés aux États-Unis. Donc l'abandon de cette mesure clairement protectionniste, eh bien, a permis au CAD de progresser. Voilà. Donc on comprend réellement, on voit l'impact politique et économique avec les banques centrales sur une devise d'un point de vue, bon, on peut pas estimer la valeur intrinsèque d'une monnaie, c'est finalement une monnaie face à une autre, mais là concrètement on a des tendances qui sont on essaie de dessiner des tendances sur une devise en elle-même, comme le DXY a pour objectif. Voilà, donc le CAD, pardon, CAD donc qui teste les 50% de retracement de cette tendance. Le RSI qui est bullish, donc il est pas encore en surachat, il est bullish. Hein. Voilà, maintenant on voit quand même qu'on a des mèches. On a eu un doji hier, on a des mèches qui commencent à être importantes. Donc qui dit mèche dit indécision du marché, ou en tout cas perte de momentum. Voilà, donc à surveiller de près. CAD, je pense qu'il faut prendre des bénéfices si vous êtes à l'achat. C'est pas le moment de vendre parce que la tendance elle est encore clairement haussière. Et tant qu'on n'a pas dépassé la moyenne mobile à 20 jours, encore une fois, vous savez que cette moyenne mobile à 20 jours sur un indice est quand même particulièrement important. Elle est particulièrement importante, pardon. Donc voilà, tant que le prix se maintient en dessus de cette moyenne mobile, pas de position short. Maintenant, c'est pas le moment du tout d'acheter le CAD à ce niveau de prix. Hein.
pour être clair avec vous. C'est pas le moment de l'acheter parce qu'on arrive quand même sous des résistances. Donc voilà, cadre. Moi personnellement je passe neutre sur cette devise. Donc concrètement les devises haussières intéressantes à très court terme, à l'achat me semble être le NZD. L'AUD, on aura le signal sans doute lundi. Et c'est tout. C'est tout parce que le HBP il est sous résistance, je vous rappelle. Et les devises baissières, et qui sont encore intéressantes à shorter, le yen, le CHF et l'USD. Voilà. Toujours s'insérer dans le sens de la tendance. Voilà. Donc, avec ces données-là, on peut, vous voyez, la UDCHF, on a eu beau signal haussier, RSI au-dessus de 50, donc, hop, on va regarder cela de plus près. Donc, vous voyez la UDCHF qui a retracé 50% de cette tendance, cette impulsion baissière, moyenne mobile à 200 jours, qui est possible. Voilà, c'est possible à la viser. La UD yen, vous voyez qu'il est un peu plus en retard, parce que le yen finalement est en baisse depuis moins longtemps que le CHF. Mais donc, on a eu la cassure, la moyenne mobile à 20 jours, 4 avril. Ce matin, on a celle de la moyenne mobile à 100 jours. Et donc, je pense que c'est possible d'envisager un retour à 85. Clairement. Clairement, donc, la règle, voilà, la règle, donc, on a un prix, un stop qu'on peut mettre 117 pips plus bas pour 118 pips. Donc, ça fait un ratio risque de 1. Ce qui est pas très très intéressant. Maintenant, on peut peut-être attendre un pullback en intraday. La UD yen, vous savez que la plupart des volumes se font pendant la séance asiatique, étant donné que c'est deux devises océaniques, enfin asiatiques, océaniques, asiatiques, voilà, en Asie en tout cas. Donc il n'y aura pas beaucoup de volume pour le restant de cette journée. Donc je pense que c'est possible d'attendre un pullback, même si c'est que d'une cinquantaine de pips, ça réduirait quand même, ça ferait un ratio risque-rendement finalement de 2 si on a une baisse de 50 pips en intraday. Donc voilà, l'AUD yen me semble un peu plus intéressant que l'AUD CHF, mais même ces deux devises sont clairement haussières encore. Et le NZD, donc pareil, NZD yen. Alors par contre, AUD USD, on n'a pas regardé, donc AUD NZD, AUD USD, dépassement de cette oblique baissière qui vient chercher tous les points hauts depuis le début de l'année finalement. Donc c'est une cassure majeure quand même. Ce matin, la USD teste la moyenne mobile à 50 et 100 jours. Donc là, on a quand même pas mal de résistance. La USD, c'est pas encore le moment, je pense, de se positionner long. Maintenant, on fait la même chose, sauf sur le NZD. Alors, déjà, la UD NZD, il est rebond. La UD NZD, donc on a potentiellement, je dis bien potentiellement, une surperformance de la UD face au dollar néo-zélandais qui va je trouve pas mes mots ce matin, qui va avoir lieu pour les prochaines séances, voire même finalement pour cette deuxième quinzaine du mois. D'accord? Donc à partir de la semaine prochaine, on aura potentiellement un rebond de la UD-NZD. Donc finalement, ce sera peut-être plus intéressant de se positionner sur l'AUD que le NZD. Ce qui est plutôt logique, parce que si on regarde l'AUD et le NZD, bon, l'AUD, vous voyez qu'il commence à peine son rebond. Il a bien travaillé un niveau de support, il dépasse la moyenne mobile à 20 jours, il y avait une divergence haussière, alors que le NZD est quand même, vous voyez, c'est finalement une reprise de la tendance. On n'est pas dans un momentum, un nouveau momentum haussier, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais, pardon, c'est pas parce que l'AUD-NZD est haussier qu'il faut que se positionner sur l'AUD face au franc suisse, face au yen. D'accord. Étant donné que le dollar néerlandais est également haussier, autant profiter également pour ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. D'accord. Parce que si vous achetez par exemple l'AUD CHF, l'AUD yen, l'AUD USD, ce qui est possible, mais finalement vous concentrez votre risque sur le dollar australien. Donc au lieu de cela, si vous souhaitez vendre le franc suisse, le yen et le dollar, bien finalement, vous pouvez les vendre face à l'AUD et le NZD. Donc, voilà, vous pouvez par exemple acheter l'AUD yen, mais acheter le NZD CHF au lieu de l'AUD CHF, vous voyez, pour un petit peu diversifier.
Donc voilà, mais en tout cas l'AUDNZD, ce graphique, pour moi c'est difficile de le trader, l'AUDNZD, parce que encore une fois c'est deux devises qui sont haussières, donc finalement on va probablement avoir un rebond, mais avec un momentum, une orientation assez faible, une pente pardon assez faible. Donc voilà, donc cette analyse technique de l'AUDNZD me sert simplement pour savoir laquelle, on va dire, augmenter mon exposition. Est-ce qu'il faut plus augmenter mon exposition sur l'AUD ou le NZD? Tout simplement. Si les deux devises sont haussières et que l'AUD-NZD est haussier, dans ce cas-là, faut plutôt exposer sur l'AUD que le NZD. C'est pas une raison d'exclure le NZD des positions longues. Si le dollar néerlandais est haussier, c'est possible de le payer face à des devises faibles baissières comme le franc suisse, le yen ou le dollar USD. Donc, on fait la même analyse sauf avec le NZD. Donc, NZD USD qui teste cette oblique baissière. Donc, voilà, encore une fois, tout comme la UD-USD, le momentum, le timing me semble pas opportun pour payer le dollar néo-zélandais, malgré la sortie par le haut de ce range. Donc, patience sur le NZD-USD. NZD-Yen, on a une correction de 61%. Donc, j'avais dit, il me semble, il y a deux jours, prendre des bénéfices parce que le NZD montrait des signaux de faiblesse et il était encore sous cette résistance et dans un range. Vous savez qu'il y a plus de probabilité que le cours oscille plutôt qu'il sorte de ce range. Donc voilà, il y avait une prise de bénéfice sur NZD Yen. Pour ceux qui l'ont pris, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir parce que d'un point de vue technique, c'était amplement justifié. Maintenant, pour ceux qui sont encore dedans, je pense que c'est possible de les maintenir jusqu'à 80. C'est même, je pense, fortement envisageable. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut rentrer à l'achat sur NZD Yen ce matin? Non. En termes d'un point de vue ratio risque-rendement, ça me semble compliqué d'avoir un bon ratio. On se met en 4 heures pour voir. 4 heures, vous voyez que alors, un stop, pourquoi pas, en dessous de ce récent plus bas, donc, dire 46 pips de risque pour 50 pips, allez, de gain, maximum. Ratio risque-rendement à peine supérieur à 1. À vous de voir si ça vaut le coup. Et le NZD-CHF, donc qui retrace plus de 61%. Donc là encore, en début de semaine, j'ai alerté sur le potentiel baissier du NZD-CHF. Vous voyez l'importance d'attendre des confirmations. C'est pas parce que on a un cours qui atteint une résistance que on va avoir le repli. D'accord? C'est pour ça que c'est très important d'attendre des confirmations. Donc NZD-CHF, finalement sort de ce canal baissier. Donc on avait un signal haussier qui avait été donné mardi, avec une résistance intraday, rappelez-vous hier, qui avait été donnée à ce niveau-là, ce seuil, qui était le précédent plus haut du mois de janvier et de l'année. Donc c'était à 0,71, la résistance intraday qui a été parfaitement atteinte, même dépassée. Donc pour ceux qui ont pris ce trade en intraday, bravo. On a une résistance, prochaine résistance à court terme, vers les 0,7143, mais je pense que c'est encore possible d'avoir des objectifs un peu plus ambitieux sur le NZD-CHF tels que 0,72. Voilà. Et si on se met en 4 heures, 4 heures, donc un stop sous le précédent plus bas, ça fait une 35-40 pips de risque pour viser 72. Là par contre, vous voyez, 90 pips, donc on a un ratio risque-rendement de 2. Si on a 45 pips de risque pour 90 pips potentiellement de gain, on a un ratio de 2, ce qui me semble intéressant. Maintenant, je pense qu'on peut encore un petit peu attendre, raider en H4 quand même, on est en 4 heures. On a le RSI qui est suracheté, qui a même une divergence. Le RSI qui monte, le RSI qui est à plat. Donc on a un momentum qui est neutre. Donc c'est possible, je pense, que l'NZD-CHF se replie aujourd'hui, finalement. Et donc voilà. Ce qui est possible de faire, c'est d'attendre le repli. Et potentiellement, il ne va pas avoir de ce repli, hein, donc faut anticiper ce risque. Donc s'il n'y a pas ce repli, il faudra payer le breakout. Voilà. Mais au lieu de payer maintenant, je pense que il y a un risque baissier en intraday sur NZD-CHF. Donc autant attendre la petite correction intraday pour le payer à un niveau de prix. À un meilleur niveau de prix, pardon.
Voilà, donc NZD-CHF, on va dire vers fin de séance européenne, début de séance américaine. Si il baisse, continue sa baisse, vous voyez, depuis le début de ce webinaire, pardon, eh bien, on aura une meilleure opportunité d'achat, finalement. Et ce sera possible de le payer même s'il est 17 h aujourd'hui. Alors Pascal qui me dit je vais payer une surperforme, crois-tu à un achat en continuité jusqu'au 153,85? Alors, oui, le GBP-Yen il est haussier. Mais pourquoi il est haussier le GBP-Yen? Alors principalement grâce à la baisse du yen. Principalement grâce à la baisse du yen. Regardez encore une fois les index. GBP, il est sous résistance. Donc payer le GBP sous résistance me semble risqué. Encore une fois, la tendance elle est haussière. Hein. Donc voilà, faut privilégier les positions longues. Mais c'est pas parce que la tendance est haussière qu'il faut le payer à n'importe quel prix. Donc finalement, la livre, elle est en légère hausse, mais c'est surtout cette baisse du yen, vous voyez, cette baisse majeure du yen qui permet au GBP de rebondir. Parce que si vous regardez le point haut du yen, c'était le 23 mars. Si on compare par exemple par rapport au GBP, donc on a eu le point bas le 5 mars, et le 23, vous voyez qu'on avait eu ce nouveau point bas. Donc finalement, cette hausse du GBP yen, on va dire c'est cette dernière semaine, c'est surtout dû à la baisse du yen. On a également la hausse du GBP qui vient justifier cette hausse du GBP yen, mais pour ceux qui sont déjà à l'achat sur le GBP yen, oui, ça me semble possible de maintenir les positions acheteuses jusqu'à 155. Maintenant, est-ce qu'il y a une opportunité de trading actuellement? Non. Étant donné que le GBP, encore une fois, est sous résistance, personnellement, ça ne m'intéresse pas de le payer. Même si on a un yen qui fait mécaniquement remonter le cours. Si on veut shorter le yen, comme je vous l'ai dit, il y a l'AED, le NZD qui me semble personnellement plus intéressant. Voilà. Au niveau des paires majeures, rapidement, étant donné qu'on a pris quand même 40 minutes, un peu moins de 40 minutes, pardon, sur le FX, range trading, vous connaissez la chanson, hein, en range trading, il y a plus de chances, plus de probabilité que le cours se maintient dedans, plutôt qu'il y sorte. Donc en bas du range, faut privilégier position acheteuse. En haut du range, faut privilégier position short, tout simplement. Donc là, on est un petit peu au milieu, à moyenne mobile à 20-50 jours. Pour ceux qui sont à l'achat, je pense que c'est encore possible de les maintenir jusqu'à 1,24-17, voire même 1,25. Encore une fois, d'un point de vue technique, il y a plus de probabilité que le cours reste dans son range plutôt qu'il le casse. Donc, plutôt qu'il y sorte, pardon. Et donc voilà, si vous êtes à l'achat, je pense que c'est possible de les maintenir, de les garder. Et au niveau des indices, donc le CAC, qui a consolidé pendant, vous voyez, à peu près 2 jours autour des 5300 points. Ce matin, il semble reprendre une tendance haussière. Il teste à nouveau la moyenne mobile à 100 jours, qui est une forte zone de résistance. Donc voilà, pas d'excès, pas de franchissement de cette moyenne mobile, à mon avis, en intraday. Donc 5322, c'est la zone de prise de bénéfice, voire même pour shorter en scalping. Le DAX, c'est les 12500. 12500, résistance, prise de bénéfice, voire même short en intraday. Et à l'inverse, le support, support c'est à 12400. Et l'Eurostoxx, donc qui franchit ses plus hauts du mois de mars. Personnellement, la prochaine résistance que je vois, c'est la résistance du gap. Le gap que je vais tracer devant vous. Gap du flash crash. Voilà. Donc, résistance 3465. D'un point de vue d'analyse technique, les gaps sont extrêmement importants d'un point de vue résistance support. Donc quand vous avez des gaps, n'hésitez pas à les tracer comme des niveaux de support. C'est vraiment des niveaux faciles à repérer et qui sont des supports résistance importantes. Donc voilà, Eurostoxx, ça me semble possible, probablement pas en intraday, mais la semaine prochaine, qui rejoignent les 3470 points à peu près. 3470, voire même le plus haut du mois de février, donc 3480. Au niveau du FTSE, vous voyez que le gap, pareil, ce gap qu'on retrouve partout,
tant sur Wall Street qu'en Europe ou en Asie. Donc FTSE un peu plus de mal. Pourquoi? Parce qu'on a la hausse du GBP depuis le début de la semaine qui vient faire pression sur le FTSE. Mais voilà, on a de l'appétit pour le risque, on a un pétrole qui quand même reste élevé et qui devrait rester élevé au niveau de tous les facteurs de soutien sur le pétrole. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vous invite à lire mon dernier article que j'ai écrit sur le site DailyFX parce que j'ai pris beaucoup de temps. Il y a quand même une grosse analyse. On revoit les sanctions sur l'Iran, la production américaine, la, les relations commerciales Chine-États-Unis qui sont également un facteur de soutien ou de menace pour les cours de pétrole. Voilà, on a un tas de facteurs que je vous invite à prendre connaissance dans mon article que j'ai écrit il y a 2 jours, donc mercredi. Voilà, donc le FTSE, pour moi ça me semble possible que la semaine prochaine il aille rejoindre les 7327 points. Rapport Jolt, nouvelle offre d'emploi février important de la part de François. Alors, important, oui, c'est important, mais est-ce que ça va faire décaler le marché? Non. Si vous regardez un petit peu le DXY, d'accord, et vous regardez la publication des chiffres macro, vous verrez que les chiffres de l'emploi ne sont pas très importants. Ils n'ont pas vraiment d'impact. Quand vous regardez le taux de chômage, bon, on peut pas vraiment évaluer parce qu'il ressort en même temps que le NFP et que le salaire horaire moyen, donc c'est compliqué de dire c'est le taux de chômage qui a fait décaler le DXY. Mais si vous regardez les chiffres de l'emploi, allocation chômage, voilà, ces chiffres-là, ça va créer, c'est pas un facteur de volatilité sur les actifs en dollars. C'est plutôt tout ce qui est lié à l'inflation relativement proche. Tout est lié à l'inflation, la croissance, la production, tout. Mais vraiment les chiffres, les indicateurs relativement proches, comme les salaires, voilà, les salaires c'est vraiment ou la consommation. Salaire consommation, c'est pour moi les chiffres qui ont le plus d'impact sur dollar. Donc oui, rapport Jolt, c'est important parce que dans le fond, si on a des nouvelles offres d'emploi, on va avoir une hausse de la demande de manœuvre, forcément. Enfin, on a une hausse de la demande de manœuvre, donc une hausse de la demande de manœuvre, ça engendre ensuite une hausse des salaires et par la suite de l'inflation. Mais vous voyez que c'est quand même assez loin. Donc rapport Jolt, oui, c'est important parce que ça va permettre de nous forger une opinion sur l'inflation. Mais est-ce que c'est important sur le Dixie cet après-midi? Non. Voilà, ça va faire bien évidemment il va y avoir un mouvement, mais ça va être relativement soft. On passe sur les comos, parce que j'aimerais faire un tour également sur les cryptos et on est déjà à 45 minutes de ce webinaire. Donc l'or, vous voyez la version pour risque, l'appétit pour risque hier, baisse de l'or. On a un rebond ce matin, un rebond technique, ce qui est normal, on a un récit qui revient sur 50. En plus le prix qui était sur support, regardez ce matin, c'était le précédent sommet du mois de, enfin ce pivot du mois de mars, vous voyez. Donc finalement on a un rebond, c'est normal. Est-ce que c'est tradable? Je ne pense pas. Le brut et le Brent inscrivent des nouveaux records annuels à 67 et je pense qu'il devrait rester assez élevé pour les raisons que je vous cite dans mon article. Le Brent, par contre, vous voyez que le brut et le Brent, j'ai pas fait sur le brut, mais c'est le même. Hein. Le Brent, il est quand même en haut, sorti par le haut de ce canal. Ça me semble être une zone d'excès. Donc, je pense qu'il faut attendre un retour du Brent au moins à 70 pour le payer, voire même, vous voyez, en bas de ce canal. Tant qu'on a ces fondamentaux qui sont plutôt en faveur d'une hausse du Brent, je pense qu'il faut plutôt se positionner long sur du moyen terme. En plus de cela, d'un point de vue technique, outre les fondamentaux, la tendance elle est haussière. Hein. Regardez, le cours qui est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 et 100 jours. D'accord? Et d'un point de vue hebdomadaire, c'est pareil. Regardez, on est au-dessus. La moyenne mobile à 20 jours. D'ailleurs, regardez, ça fait un office de support. Donc, 20 jours, pardon. 20 semaines sur ce graphique. Donc voilà. Brent, c'est pas le moment de l'acheter parce qu'il me semble assez élevé d'un point de vue du momentum. Le prix me semble un peu dans l'excès. Est-ce que c'est le moment de le vendre? C'est compliqué également parce que si aujourd'hui on a des nouvelles tensions en Syrie qui se sont apaisées hier, puis si on a des nouvelles tensions, le pétrole va encore remonter. Donc et puisque on
On ne sait pas ce que Donald Trump va faire. C'est un petit peu qui tout double, hein. C'est un petit peu jouer au casino de shorter le pétrole aujourd'hui. Donc voilà, j'attendrai plutôt un repli, personnellement, vers les 68, vers le bas de ce canal, pour m'intéresser aux positions longues. C'est d'ailleurs ce qui avait été indiqué dans mon article du début du mois d'avril, que les moyennes mobiles à 50 et 100 jours étaient intéressantes pour passer long, parce qu'on était également en bas de ce canal. Vous pouvez regarder sur le site DailyFX, hein, les articles, les derniers articles pétrole, mes derniers articles pétrole, et c'était vraiment ces deux moyennes mobiles qui m'intéressaient. Donc voilà, c'est toujours la même chose, pétrole, ces deux moyennes mobiles, je pense qu'elles sont intéressantes à payer, puisque elles sont proches également du canal, de la bande basse du canal, pardon. Et donc les cryptos, honnêtement très intéressantes. Pourquoi? Parce que on a une analyse technique qui est parfaitement respectée ces derniers jours. On a encore une fois donc des tendances baissières, hein. Cela a été indéniable, hein. On est sous un moyen immobilier de 100 jours, on est dans un canal baissier, donc voilà, c'est difficile de dire qu'on est dans une tendance haussière, même si voilà, si on fait la comparaison il y a un an, le cours du Bitcoin est plus élevé aujourd'hui que ce qu'on avait le même jour de l'année dernière. Mais voilà, on va dire que sur du moyen terme, la tendance est clairement baissière. Donc c'est pas le moment de s'intéresser aux positions longues. Par contre, à noter que la divergence, elle était quand même très facilement repérable sur toutes les cryptos majeures. On en a parlé, j'en ai parlé dans mes deux derniers articles crypto, j'en ai parlé dans mes webinaires crypto, mes deux derniers webinaires crypto. Et vous voyez que l'Ethereum, regardez l'objectif qu'on avait lundi à 13h lors de mon webinaire, achat jusqu'à 500. Et vous voyez que analyse technique parfaitement respectée. Le prix était sur support, et l'Ethereum qui était le plus intéressant parce qu'on avait le prix et le momentum qui étaient dans l'excès. Ce que je vous rappelle, dans un canal baissier, lorsque le cours casse à la baisse, sort par le bas de ce canal, on a un momentum, on a un prix qui est, on va dire, qui peut être interprété comme excès, dans une phase d'excès. À l'inverse du Bitcoin qui lui n'était pas. Vous voyez que Bitcoin n'avait pas dépassé, n'était pas sorti de son canal baissier. C'est pour ça que l'Ethereum me semble être le plus intéressant, parce que tout excès se fait corriger, comme vous le savez. Donc l'Ethereum, revenu sous résistance. Pour ceux qui sont à l'achat sur l'Ethereum depuis les 400 $, je pense qu'il faut prendre des bénéfices, parce qu'on est sous des résistances majeures. Est-ce que c'est le moment de le vendre? Pas encore, parce qu'on n'a pas les signaux. Donc on n'a pas les signaux baissiers. Donc c'est possible que l'Ethereum vienne finalement chercher sa moyenne mobile à 200 jours et le haut de ce canal, la borne haute de ce canal. Mais voilà, encore une fois, les confirmations sont importantes pour rentrer pour rentrer dans un marché. Et là, pour moi, on n'a pas de signaux baissiers, mis à part le fait qu'on est dans une tendance baissière. Mais cette tendance baissière nous invite simplement à nous positionner à la vente et non pas à l'achat. Mais pour se positionner à la vente, il nous faut des signaux. Voilà, donc patience. L'Ethereum, personnellement, sous cette résistance, il y a une probabilité de baisse quand même importante qui n'est pas négligeable, mais c'est possible finalement que l'Ethereum vienne chercher la moyenne mobile à 200 jours. Pour le Bitcoin, c'est pareil. Donc, alors, tac, alors, faut que ça charge. On va regarder déjà le Bitcoin Cash, parce qu'on a refait le Bitcoin. Voilà, Bitcoin Cash qui teste le haut de ce canal. RSI sous 50, donc RSI encore quand même bearish. En haut de ce canal, est-ce qu'il faut le vendre? Et en plus, au contact de la moyenne mobile à 20 jours, pas encore. Encore une fois, pas encore. Pas parce qu'on est sous résistance qu'il faut vendre directement. Il faut attendre des signaux baissiers. Donc, si par exemple on a une étoile du soir, un avalement baissier, Dark Cloud Cover, donc ça je ne sais pas comment on dit déjà en français, cette configuration de chartiste. Bref, si on a des configurations en chandelier japonais qui sont baissières, dans ce cas-là, ce sera des signaux exploitables pour passer à la vente. Mais c'est pas parce qu'on est sous des résistances, qu'on teste des résistances qu'il faut passer vendeur. Voilà. Mais ça invite simplement à surveiller. Voilà, on le met dans notre watchlist, on met cet actif dans notre watchlist qui pourrait être Bitcoin Cash intéressant à vendre prochainement. Parce que c'est pour un moment celle qui est le plus sous des résistances. Moi, immobilier à 20 jours, encore une fois. On a également, vous voyez, sous ce plus bas, vous voyez, du mois de février, donc support devenu résistance. Voilà, je vais le tracer rapidement. Regardez,
au pips près. Ouais, donc l'analyse technique est quand même assez bien respectée. Hein. Voilà. Donc cassure, pullback, oblique baissière, moyenne mobile à 20 jours. Lorsqu'on regarde la moyenne mobile à 20 jours et l'oblique, ils ont fait quand même un bon travail ensemble ces dernières semaines sur le Bitcoin Cash. Donc, donc voilà, pourquoi pas. En tout cas, ça invite en tout cas à s'intéresser aux positions vendeuses. Mais encore une fois, on n'a pas les signaux nécessaires pour passer à la vente. Mais potentiellement ce soir, demain, d'ici les prochaines séances. Donc rendez-vous lundi dans mon prochain point de marché du matin et prochain point de marché spécial crypto-monnaie qui sera également lundi pour une analyse un petit peu plus approfondie et en espérant qu'on ait des signaux baissiers pour shorter les cryptos. Et voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour du marché ce vendredi 13 avril. Euh, Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, dernier jour de l'enquête pour ce point de marché. Merci déjà pour ceux qui ont participé. J'ai regardé déjà un petit peu les réponses, même beaucoup. Elles sont très intéressantes, très constructives. Donc merci. Si vous avez des derniers avis, n'hésitez pas à les insérer dans l'enquête qui va être clôturée donc juste après ce webinaire et dont nous ferons un bilan probablement courant la semaine prochaine. Voilà, merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. C'est mon dernier point de marché. D'ici une grosse demi-heure, il y aura le webinaire de Yoav Nizar. Mais pour moi, c'est le dernier de la semaine. Donc, bonne journée, excellent week-end. On se retrouve lundi. Et en attendant, réseaux sociaux, comme d'habitude, le site DailyFX. Et voilà, je reste joignable, comme vous le savez. Bon week-end et à lundi.